Il y a 40 ans, jour pour jour, se déroulait le combat du siècle. Retour dans cette édition sur cet événement historique qui a fait le tour du monde. Le président de la République est à Béni dans le Nord Kivu, où l'on a encore déploré des tueries. Antenne A, le journal, présentation, Dieu merci Nzop. Bienvenue à tous dans ce journal. Madame, monsieur, bonsoir. L'actualité s'ouvre à partir de l'étranger. Le pays des hommes intègres fait l'actualité à l'échelle internationale. Le pays burkinabé, le peuple burkinabé peut se frotter les mains car après s'être soulevé contre la révision constitutionnelle, les députés nationaux assiégés au Parlement ont retiré le vote éventuel de cette option. Suivez les détails de nos confrères de France 24. La confusion règne dans les rues de Ouagadougou. Les manifestations ont dégénéré, d'abord devant l'Assemblée nationale burkinabé. C'est là que des milliers de protestataires en colère s'étaient donné rendez-vous. Le bâtiment a été saccagé. Et tout autour, plusieurs véhicules ont été incendiés. C'est ici que les députés devaient examiner la loi controversée. Face à la pression de la rue, le gouvernement a fait marche arrière. Dans un communiqué, il annonce que le texte est retiré, une modification de la Constitution qui devait permettre au président Blaise Compaoré de se représenter à la tête du pays après 27 ans au pouvoir. Pour les manifestants, c'est une première victoire. C'est réussi à 99%. Et il reste 1% qu'on va réaliser. On va se rendre à Focia chez le président et il va quitter son tour. J'ai un sentiment de fierté. Parce que le pouvoir est dans la rue. Il faut qu'ils comprennent. Et Blaise, s'il nous écoute ici, il les regarde actuellement, France 24. Il faut qu'ils comprennent que le pouvoir, là, c'est pas pour lui, c'est pour la jeunesse. Comprenez? Et on lance un message fort à tous les présidents africains qui sont là depuis plus de 20 ans et qui pensent que non, c'est un pouvoir à vie. Non. Ces violences ont déjà fait plusieurs victimes près du palais présidentiel, deuxième cible des manifestants. Quand la foule s'est approchée de l'enceinte, les forces de sécurité ont riposté, gaz lacrymogène et tirs à balles réelles, comme le montre cet homme à l'image. La télévision nationale a également été prise pour cible par les protestataires. Depuis, elle a arrêté d'émettre. Cette journée, le pays tout entier l'attendait. Depuis le début de la semaine, opposition comme manifestants s'y préparaient. Chaque jour, ils ont été plusieurs milliers de Burkinabés à descendre dans les rues de la capitale pour crier leur colère. On se rappelle ce 30 octobre de la même date, mais cette fois-là, en 1974. À cette époque, il y avait eu le combat des poids lourds opposant Mohamed Ali et Georges Foreman, qui s'était déroulé à l'époque au stade Tata Raphaël en pleine capitale congolaise. Nos confrères de TV5 Monde ont décidé de retracer les faits. Suivez. C'est dans la moiteur de la capitale zaïroise que le 30 octobre 1974, Mohamed Ali et Georges Foreman entrent comme des lions en cage dans l'arène du stade du 20 mai de Kinshasa, où 80 000 personnes les haranguent. Il est 3 h du matin sur place. D'un côté, Georges Foreman, champion du monde en titre, puncher implacable, 40 combats, dont 37 victoires par KO. Face à lui, son challenger, l'icône Mohamed Ali. Ancien maître de la catégorie, provocateur et beau parleur hors pair. I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean I make medicine sick. Un combat XXL qu'attaque la rage au poing, Georges Foreman. Acculé dans le coin du ring, Ali accepte les coups, encaisse et résiste. La résistance, la grandeur d'une vie pour Mohamed Ali, défenseur emblématique des Noirs et de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis et partout dans le monde. Un combat afro-américain imaginé par Don King, un repris de justice, sans le sou, prêt à tout pour faire parler de lui. Pas d'argent, mais une idée lumineuse, associer le combat du siècle à un pays, le Zaïre, et plaider la cause des Noirs. Le président zaïrois Mobutu y voit un coup d'éclat pour promouvoir son pays et un continent en mal de reconnaissance. Le dictateur met alors 10 millions de dollars sur la table. Lorsque Mohamed Ali pose les pieds à Kinshasa, il déclare « Je suis chez moi », l'affirmation la plus émouvante de ses racines africaines. Un succès sur place. Car dans ce combat, tout est symbolique. Georges Foreman arrive, lui, accompagné de son berger allemand, le chien qu'utilisaient les policiers belges
pour faire respecter l'ordre lorsque le Zaïre était encore une colonie. Un désastre pour son image. 8e round, après avoir cogné encore et encore sans relâche Mohamed Ali sans le faire vaciller, Foreman fatigue. Ali en profite et signe sa devise sur le visage de son adversaire. Vole comme un papillon, pique comme une abeille. Foreman s'écroule KO. Mohamed Ali est à nouveau champion du monde WBA et WBC des lourds pour l'éternité, dans le berceau de ses ancêtres en Afrique. Et 40 ans après ce combat du siècle qui aura opposé Mohamed Ali à Georges Foreman, à l'époque au stade du 20 mai, actuellement, stade du père Raphaël de la Kétule, aucune activité n'a été organisée dans cet espace mythique. Suivez les propos de l'observateur social Jean-Félix Tchobo, recueilli par José Moussangana. Il y a 40 ans, jour pour jour, le 30 octobre 1974, s'est tenu ici, au stade Tata Raphaël, le combat du siècle entre Mohamed Ali et Georges Foreman. À 3 h du matin, les deux montaient sur le ring, ici, à l'intérieur de ce stade, et 80 000 spectateurs étaient derrière Mohamed Ali et scandaient Ali, Bomaye, Ali, Bomaye. C'était vraiment impressionnant et Foreman était nerveux parce qu'il va déclarer qu'il était 2 fois plus noir que Mohamed Ali, mais les Congolais étaient derrière Mohamed Ali et ça donnait à l'homme la force de pouvoir battre Georges Foreman au 8e round par un KO. Je suis très triste parce qu'on n'a pas des promoteurs des grands événements, parce qu'en principe, c'est un grand jour. Hein, on devait solliciter des dons par-ci, par-là. Pourquoi pas inviter Georges Foreman et Mohamed Ali, qui sont toujours en vie, et organiser, pourquoi pas, un grand combat et profiter de l'occasion pour avoir des sponsoring afin d'améliorer cet espace qui est un endroit mythique. Alors, ce combat a surtout été une grande réussite en termes d'organisation, de couverture médiatique et surtout d'image pour l'ex-Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. 2 acteurs et journalistes ont animé une conférence de presse à ce sujet. Il s'agit de Jean Chrétien Ekambo et Célestin Kabalamouan-Mbouyi. C'est un reportage de Jean-Lumière Suekama et Pépito Matondo. Le combat du siècle de boxe Ali Foreman a été pour le Zaïre de l'époque un coup d'image réussi. On peut parler d'une organisation réussie qui a marqué Célestin Kabalamouan-Mbouyi pour toute la vie. D'abord de ma connaissance dans la profession et le meilleur contact que j'ai eu avec des journalistes du PUP m'ont conforté et ça m'a fait acquérir une expertise dans l'organisation et même un sens de leadership. Pour tout journaliste qui a eu à couvrir cet événement, ce sont des moments uniques, même en tant que stagiaire à l'agence France Presse à l'époque. Le journalisme, en réalité, n'atteint ses performances que quand on joue collectif, comme on dit dans le monde des sports. Parfaite organisation et couverture médiatique réussie, cela ne peut être possible qu'avec certaines valeurs. C'est d'abord l'excellence. Je crois qu'il y a l'amitié. Nous sommes appelés à travailler en équipe. Vous avez le respect, qui est une valeur essentielle. Jean-Michel Kazadi-Mbayo, journaliste écrivain, avait 14 ans lors de ce combat et vivait dans la ville de Matadi. Aujourd'hui, il garde encore des photos de presse comme celle de l'arrivée de Foreman à Kinshasa, entouré de 2 petites jumelles. Alors, Papi Katassi nous fait savoir que ce combat du 30 octobre 1974 a tenu en haleine un grand public à Kinshasa et que ce fut un véritable succès. Suivez. Le 30 octobre 1974 à Kinshasa, chez Mobutu, le combat du 30 octobre 1974 entre rebelle Mohamed Ali et le champion du monde Georges Foreman reste dans la mémoire africaine le plus grand combat du siècle organisé par les Noirs à Kinshasa au Zaïre de Mobutu. Cette rencontre avait une signification particulière. Nous sommes en pleine période d'affirmation du tiers-monde
et de Pépé Noir. Malgré la victoire annoncée des Foreman, le champion du monde qui vient de terrasser Frazier et Norton, les Aïrois sont derrière le musulman franco-américain. Or, à 25 ans, le colosse Foreman semble invincible. A contrario, Ali paraît sous les déclins. Son dernier combat des champions remontant en 7 ans face à Sonny Liston. Il cherche donc à se rassurer en essayant d'insulter Foreman et en l'humiliant face à son public africain. Le 30 octobre 1974 à 3h du matin, pour permettre la retransmission à 1h des grandes écoutes aux USA, les deux hommes entrent sur les rings, l'un démoralisé et nerveux, l'autre sûr de lui, sous les acclamations des 80 000 spectateurs. Ali Boumaye, Ali tué, crie le public. Pourtant, au début, le champion du monde prend incontestablement le dessus sur son adversaire qui ne parvient pas à sortir des cordes. Les combats se prolongent et Georges se fatigue sans succès. Cela ne pardonne pas. Face à la guêpe, Ali qui au cours du 8e round envoie le champion du monde au tapis. La foule est déchaînée. Ali est bel et bien de retour au plus haut niveau. On doit la tenue de ces matchs extraordinaires au fantasque Don King, un promoteur sorti de prison 3 ans auparavant, et à Mobutu Sese Seko qui s'est servi de la rencontre comme un outil de propagande politique. Ces combats furent un véritable succès. Et dans l'actualité politique en République démocratique du Congo, le président de la République a entamé ce jeudi 30 octobre une série des consultations des différentes couches de la population à l'hôtel de ville de Béni. Pendant ce temps, les présumés rebelles ADF Nalu continuent à massacrer des populations civiles à Eringeti, à 60 km au nord de Béniville, dans le territoire de Béni. Cet énième carnage se déroulait encore hier mercredi soir, à quelques heures de l'arrivée du chef de l'État dans cette partie de la République. Bilan 14 morts, et c'est charmant Wandambi, notre correspondant depuis Béni, qui nous en parle. Pour sa part, le chef de localité de Ringeti parle d'une dizaine de morts. D'autres sources concordantes parlent cependant de plus de 18 personnes tuées dans la population civile et le 12e en l'espace de 2 semaines, localité voisine de la ville de Béni. Tout ça est à quelques heures seulement de Kabila à Béniville, chose qui occasionne déjà des déplacements massifs à la population tous azimuts. Et je dis, le premier citoyen de la S a entamé une consultation de diverses couches de la population à la mairie de Béni. Les membres de la société civile, les confessions religieuses, des étudiants, la PEC et autres personnalités ont pu rencontrer le président de la République. Contacté à sa sortie de l'audience, le président de la société civile de Béni s'est dit satisfait de premières réponses apportées par Joseph Kabila à leurs recommandations. Il souhaite voir ces réponses verbales concrétisées. Dans leurs interventions, plusieurs bénitiens recommandent le changement de la chaîne des commandements des opérations Sokola, la poursuite des opérations contre les territoires de Béni et bien d'autres recommandations. De Béni, charmant Pascal Wandambi pour l'antenne activiste. Et comme vous le savez, le président de la République a quitté Kisangani. Il est arrivé hier mercredi à Béni. Il a été accueilli à l'aéroport par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguezman. C'est le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Les détails de cette arrivée avec Ricardo Bakwa. L'aéroport de Mavivi de Béni a vibré ce mercredi sous le rythme des sympathisants des différents partis politiques de la majorité présidentielle. Ils sont venus nombreux accueillir le président de la République, Joseph Kabila. Après l'aéroport, le chef de l'État a pris la direction de sa résidence située au quartier Boutanuka dans la commune de Boué. Sur place, il s'est entretenu avec le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, et le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Ceci, avant de rencontrer les membres du comité local de sécurité, question de se faire une idée de la situation sécuritaire sur place. Malgré le massacre de plus de 80 personnes par le rebelle des ADF Nalu, tuerie qui visait vraisemblablement à dresser la population contre les autorités du pays, la population de Béni ne s'est pas laissée abattre. Face à l'insécurité qui a élu domicile dans la ville de Béni, Joseph Kabila a d'abord voulu faire une bonne autopsie de la situation sécuritaire qui s'impose. Ce n'est pas pour rien s'il a décidé de séjourner dans ces coins de la République démocratique du Congo pendant plusieurs jours.
Alors, du côté de la majorité même de celui de l'opposition, l'on condamne les tueries perpétrées à Béni par les ADF Nalou. Jean-Claude Mvouemba, député national et président du MPCR, estime pour sa part que la République démocratique du Congo doit accélérer les réformes au niveau des forces de défense et services de sécurité pour mettre fin aux incursions répétées des groupes armés étrangers. Propos recueillis par Ricardo Bakwa. Tout d'abord, je tiens à rendre hommage à ces 80 morts de trop dans notre pays. L'opposition a été parmi les premières forces vives à les dénoncer. D'ailleurs, hier mardi, on devait aller à Goma pour aller à Béni, pour aller consoler et soulager certaines familles. Mais quand nous avons appris que M. Kabila était là, nous avons préféré mieux le laisser faire son travail de président de la République. Et nous irons peut-être à la fin de la semaine ou bien au début de la semaine prochaine. Ce sont des morts de trop, pourquoi? Et puis je me rends compte que le gouvernement congolais veut octroyer la responsabilité de ce mort à la MONUSCO. Les forces de la République démocratique du Congo sont où? Si ce gouvernement, si ce pouvoir savait seulement ce qu'il voulait de ce pays, ils auraient, restructuré l'armée, restructurer la police, restructurer les services de renseignement. Et deux, donner les matériels adéquats, la logistique. Au FARDC, ce sont des vaillants militaires. Alors je ne comprends pas dans notre pays, après un tel massacre, les gens veulent donner tort ou bien accabler la MONUSCO. Et nous-mêmes, nous sommes où? 85 personnes. C'est pas rien. Il y a des villages entiers. Là, vous ne trouvez que 35, 40, 50 personnes. Dans mon village de Kimvula, dans Kassangoulou, il n'y a que 250 personnes. Si vous venez vous tuer 80, il en reste combien? Et puis on a commencé par tuer 1, 2, 3, 4. Mais où sont les services de renseignement? Et puis dans ce reportage de Paulin Kalamba, il parle de la remise symbolique d'une enveloppe aux 14 familles des victimes de l'incendie qui s'est produit dernièrement au camp Lufungola dans la commune de Lingwala. C'est une enveloppe qui a été remise par le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur. L'incendie qui s'est déclaré le 10 octobre dernier au camp Lufungola a causé beaucoup de dégâts matériels dans plusieurs familles de policiers. Ce qui justifie l'assistance financière du gouvernement au travers son ministère de l'Intérieur. En partant d'ici, je vais faire rapport au ministre que toutes les 14 familles ont été assistés et servis en présence du commandant de la ville. Aussi, vous avez des problèmes pour... Les bénéficiaires estiment que cette assistance vient à point nommé et ils expriment leur gratitude. Au nom de tous mes collègues, je remercie les chefs de l'État et les gouverneurs de la République de nous avoir assistés, surtout qu'on ne pensait pas que cette assistance pouvait venir aussi à temps. Je suis tellement contente et j'ai même oublié que j'avais perdu mes biens de la maison. Alors je remercie le gouvernement de cette assistance financière. Cette somme d'argent remise aux sinistrés leur permettra de réorganiser et de reprendre une vie normale. Et puis au nom du gouvernement, le vice-ministre de l'Intérieur, Égide Ngokoso, a clôturé hier mercredi dans la soirée l'atelier régional sur la mise en œuvre des traités en vue de mettre fin à la circulation des armes en Afrique centrale. L'initiative louable du CICR d'Evreux, selon les experts invités à Kinshasa, s'est multipliée dans d'autres coins du continent. Témoin de l'événement, Eric Izami, David Temedi. Le Burundi, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Congo-Kinshasa ont envoyé 40 de leurs experts pour participer à l'atelier régional organisé par le Comité international de la Croix-Rouge pour la mise en œuvre de traités sur les armes en Afrique centrale. Après échange de 48 heures sur fond du droit international humanitaire, pour mettre fin à la circulation des armes petit calibre, ces acteurs se sont accordés sur une batterie de recommandations opposables à tous. Ratifier les traités internationaux et régionaux relatifs aux armes,
et adopter des mesures appropriées et effectives en vue de leur mise en œuvre. Harmoniser les approches et partager les informations en rapport avec les aspects de la sécurité en général et les armes légères et de petit calibre en particulier, dans le but de se conformer aux conventions et traités que les États ont ratifiés ou signés. Également, ces experts ont recommandé à la CEEAC, Communauté économique des États d'Afrique centrale, d'assurer la coordination des États membres en vue de l'adoption des législations standardisées en leur offrant l'expertise nécessaire. Ensuite, collaborer avec les autres organisations régionales telles que la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Sachez aussi que le vice-premier ministre en charge de la défense et des anciens combattants, Alexandre Luba Tambo, a ouvert ce jeudi 30 octobre au Grand Hôtel Kinshasa les travaux de la conférence des ministres de la CEEAC axée sur les fonds pour l'économie verte en Afrique centrale et la transformation structurelle de l'économie des ressources naturelles. Les ministres de la CEEAC ont pour tâche de trouver des stratégies afin de créer une économie verte en Afrique centrale grâce à ses propres ressources naturelles telles que le bois. Patricia Molengo Mbolekouni et Pepito Matondo ont signé ce reportage. Cette conférence de ministres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale s'est assignée comme l'un des objectifs principaux de discuter de la transformation structurelle du système de l'économie des ressources naturelles en général et celle du système de l'économie du bois en particulier. Cette rencontre est également une occasion pour les partenaires techniques et financiers de la CEEAC de réaffirmer leur engagement pour le Fonds de l'économie verte en Afrique centrale. Le secrétaire général de la CEEAC, Ahmad Alami, a au cours de cette rencontre présenté les systèmes que la CEEAC a mis en place pour lutter contre la pauvreté dans la sous-région. Le système de l'économie verte en Afrique centrale, le système de l'économie de l'artisanat et des petites entreprises en Afrique centrale, le système de l'économie des savoir-faire traditionnels. Associé au système de l'économie agricole, rurale et urbaine, ces trois systèmes, bien ancrés dans tous les États membres et impliquant les populations, paraissent à nos yeux comme des outils efficaces pour contribuer significativement à lutter contre la pauvreté. Le vice-premier ministre en charge de la Défense, qui a eu le privilège d'ouvrir ces travaux, a dévoilé à l'assistance l'engagement de la République pour le développement de la sous-région en matière de l'économie verte. La République démocratique du Congo soutient sa création et s'engage à verser une somme de 3 millions de dollars pour son démarrage dès l'année 2015. Et le secrétaire exécutif permanent de la communauté des pays des Grands Lacs. C'était donc pour voir avec le ministre les modalités donc de la tenue de ce sommet, et les dates et le lieu de la tenue du sommet, mais également le renforcement des capacités des organes d'exécution de la CPGL. Le chef de la diplomatie congolaise a également échangé avec l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Michel Dumont, sur les questions de la coopération entre l'Union européenne et la RDC concernant la consolidation de la paix et les questions de développement. Aux Nations Unies, donc, nous avons un certain nombre d'initiatives concernant des cas particuliers de situation de droits de l'homme dans un certain nombre de pays, ainsi que des problèmes généraux concernant des initiatives transversales, la liberté de religion, la peine de mort, et nous avons discuté et nous espérons que la République démocratique du Congo apportera son soutien à ces initiatives. C'est là avant de recevoir une délégation ministérielle de la Centrafrique pour une visite de courtoisie. En sport, à Lubumbashi, plusieurs golfeurs des nationalités confondues prennent part au 35e Open Golf du 30 octobre au 2 novembre 2014. Et ce tournoi coïncide avec la 100e année du Golf Club de Lubumbashi. Et c'est le gouverneur adjoint Gilbert Paul Yafchibal qui a procédé au lancement. Notre correspondant à Lubumbashi, Marcel Kazanga, y revient demain.
Le football club Renaissance du Congo s'est imposé hier mercredi face à l'Académie Club Bandal sur la marque de 2-0. C'était au stade Tata Raphaël en match comptant pour la journée de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Patrick Borel-Mukendi, Ndaïla Mbouchi et Damien Maungu. Au fur et à mesure que les champions de l'entente provinciale de football de Kinshasa évoluent, le football club Renaissance du Congo s'émet de plus en plus de confiance. Et les résultats le prouvent à suffisance. 2-0, c'est le score final du match qu'il a opposé au leader de l'Epevkin, l'Académie Club de Bandal. Habillés tous en tunique vert et blanc et orange, les supporters des Renaissance ont porté leur équipe à bras-le-corps jusqu'à la victoire finale. Avec un jeu imposant, le poulain de l'évêque Pascal Mukuna ont réussi à ouvrir la marque à la 19e minute grâce à Yema Iyomi, imité plus tard par le buteur maison Kalombo Diba Di Molimo à la 82e minute. Vainqueurs et vaincus ont accepté sportivement le résultat. Il y a eu manque de confiance de la part de mes joueurs. Non, l'équipe de Renaissance a bien joué. Et Renaissance a gagné son match. À ce stade de la compétition, on n'a pas peur. Mais plutôt on respecte tous les adversaires. Donc on joue match après match. Donc moi je pense que l'adversaire prochain, nous allons le considérer avec beaucoup plus de sérieux. Le supporters des Renaissances du Congo croient en l'avenir de leur team chérie. Le Seigneur m'a parlé avec ma femme et mes enfants de soutenir cette équipe. Et le Seigneur m'a dit que vraiment l'année prochaine, à la même époque, cette équipe va jouer l'Inafoot. L'équipe a très bien joué. Et j'avais dit au premier match à nos supporters d'être confiants. Ce journal est presque fini, mais d'abord la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Patricia Molileka. Bienvenue à tous dans cette revue de presse, débutant par Forum des As, qui consacre sa une mercredi dans la capitale du Grand Nord de Kabila, qui est face aux attentes de la population de Béni et ses environs. Le chef de l'État attendu sur la sécurisation totale de la ville de Béni et ses environs. Pour sa part, l'émergence estime que Kabila est au cœur du danger à Béni, car, poursuit le confrère, la veille de l'arrivée du chef de l'État dans ces territoires, les FARDC et les rebelles ougandais ont eu des accrochages. Ces derniers bénéficieraient des complicités dans la zone et même au sein des forces de sécurité d'après plusieurs regroupements. C'est dans cet environnement très dangereux et peu sûr que Joseph Kabila a décidé d'y séjourner malgré tout. En économie, souligne la référence plus, Business Forum RDC Pays-Bas à Amsterdam, Matata charme les investisseurs hollandais. La Hollande accompagne la RDC dans la mise en œuvre des réformes urgentes pour garantir la paix et la sécurité des populations de l'Est de la RDC à travers un soutien financier à la stratégie de stabilisation à l'Est du pays, Starek. La prospérité revient sur Matata qui a lancé un appel aux investisseurs du haut de la tribune du Business Forum au journal Observateur d'illustrer que Business Forum RDC Pays-Bas, c'est la lune de miel entre Kinshasa et Amsterdam. Économie encore. Doing Business 2015, la RDC est classée en ordre utile. Le rapport de la Banque mondiale, publié mercredi 29 octobre, classe la RDC parmi les 10 pays du monde ayant le plus amélioré leur environnement des affaires au cours de l'année en cours. Économie encore, Doing Business 2015, la RDC est classée en ordre utile. Les rapports de la Banque mondiale publiés mercredi 29 octobre classent la RDC parmi les 10 pays du monde ayant le plus amélioré leur environnement des affaires au cours de l'année en cours, indiquent les dépêches de Brazzaville. Forum des As revient à la charge pour parler de la journée de l'épargne où le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, a placé l'éducation financière au centre des débats. En société, pour terminer, le phare titre RDC, le plan Kobler contre la pauvreté. Le patron de la MONUSCO a appelé à la communauté internationale qu'en dépit de ses fabuleuses ressources naturelles, notre pays héberge encore des citoyens dont 71% vivent en deçà du seuil de la pauvreté. Quant au chômage, il frappe plus de 70% des jeunes. Au revoir et bonne soirée chez vous.
Vous suivrez après ce journal un peu d'humour. Le tribunal, c'est le 3e épisode. Il y aura après le feuilleton Love Hip Hop. L'autre grand rendez-vous de ce soir, c'est l'émission politique Pifo qui sera suivie du magazine du théâtre Kadiomo. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je vous retrouve lundi et surtout merci à Anne-Marie aussi, chef d'édition. Bonsoir chez vous.